Aujourd'hui, nous conduisons le Zeekr 7X, l'un des SUV électriques les plus prometteurs. La question est, peut-il surpasser les constructeurs automobiles traditionnels? Une recharge de 10 à 80% en 10 minutes peut-être? On le découvre avec Thomas sur AutoGFull en 4K, plein écran et en intégralité. Allons-y avec le Zeekr 7X avec un look très épuré et fermé ici à l'avant. La bande lumineuse traverse toute la largeur depuis ce feu de jour. Oui, c'est un design typique de véhicule électrique, mais il fonctionne vraiment très bien, je trouve. Et puis le module de phare en dessous. Mais je pense qu'il est bien intégré dans celui-ci. La finition Privileged est le haut de gamme. Elle propose les plus grandes jantes de 21 pouces avec étrier contrasté, exclusif à cette version. Jantes de 19 ou 20 pouces d'ailleurs. Longueur 4,79 mètres ou 189 pouces. C'est donc dans ce segment typique des SUV électriques qui sont souvent les plus vendus. Par exemple, la Tesla Model Y aussi. Vous pouvez avoir un toit contrasté ici en noir, par exemple, aujourd'hui dans notre couleur argentée. Vous avez le choix entre un modèle propulsion en entrée de gamme ou un modèle intégral. Voici aujourd'hui le modèle intégral. Son accélération est de 3,8 secondes. Vraiment rapide, en effet. Et pour les tailles de batterie, vous commencez avec une plus petite batterie LFP. Ils l'appellent batterie dorée, c'est leur modèle interne, et c'est aussi celui qui se recharge extrêmement vite. 10 minutes, c'est possible. Cette batterie fait 75 kWh brut, donc environ 72 kWh net. Et il y a une batterie NMC plus grosse, 100 kWh brut, environ 96 kWh net. Elle se recharge en environ 16 minutes. Mais il s'agit surtout de savoir si vous disposez d'un chargeur suffisamment rapide pour ce type de véhicule. À l'arrière, on retrouve cette bande lumineuse. Le design reste très épuré et soigné. Zeekr dispose d'un siège social en Europe. Il s'efforce de respecter les standards européens, que ce soit en termes de design ou de qualité de fabrication et de matériaux. La prise du chargé, côté conducteur, est également électrique. Intéressant, il est livré avec une recharge AC de 22 kW très pratique. Un bouton pour ouvrir et fermer la trappe. Vitesse maximale 210 km par heure, soit 130 miles par heure, adapté à l'autoroute allemande. Voici la clé. Design léger et compact, style Squircle. Vous appuyez ici pour ouvrir le coffre avant, c'est pratique. Ouverture directe avec la clé. Le coffre est petit, mais peut contenir un câble de recharge et l'ouverture est simple sans déverrouillage supplémentaire. Avant de passer à l'intérieur, Léa nous montre une fonction spéciale, fermeture des portes automatiques. Appuyez sur la pédale de frein et voilà. Oui, ça fonctionne très bien et on connaît cette fonctionnalité. Tesla l'a introduite et voilà, BMW a suivi avec l'i7 et maintenant aussi avec la Zeekr 7X. Et le son de la porte quand on la ferme manuellement. Oui, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, c'est mon tour ici avec le porte-clés. Voilà à quoi il ressemble et généralement, quand vous ouvrez ou fermez le véhicule, ces poignées viendraient vers vous si vous n'avez pas Only l'automatique. the mirror. Oui, c'est seulement le rétroviseur qui rentre et sort. C'est sympa que ce soit aussi ce style de rétroviseur sans cadre et il y a différentes fonctionnalités. Par exemple, ici, appuyez sur ce bouton pour l'ouvrir. Comme Léa l'a montré, vous pouvez soit appuyer sur le frein, soit utiliser ce bouton pour le fermer. Ensuite, cela se referme aussi. Mais le souci, c'est que si vous voulez le faire manuellement, vous devez bien sûr lutter contre les moteurs électriques et c'est un peu bizarre de le déplacer. Je suis vraiment un fan des portes manuelles. Ce système, c'est clairement du surengineering. À l'intérieur des portes, on trouve une petite niche bien pratique et utile. Le bas de la portière n'est pas recouvert à l'intérieur, mais on trouve un tapis en caoutchouc sur le plancher ainsi que des coutures soignées et élégantes. Et ici, des poignées de vitre vraiment haut de gamme avec des cliquetis sonores et des détails raffinés. Oui, on a encore de la marge ici, c'est plutôt cool. Ça donne déjà une impression de qualité. Avec ma taille de 189 cm, il reste de la place. Le toit panoramique est fixe ici. On peut appliquer une ombre opérée électriquement. Je vais bientôt vous montrer plein de suites et regardez ça, comme le molletage de style Bentley ici. Le volant conserve ses commandes manuelles, comme ici pour le volume, et un clignotant plutôt sympa, pratique et intuitif. Ici, il y a comme une petite structure dessus, donc une vraie attention aux détails. J'ai aussi trouvé quelque chose d'assez cool. Quand vous cliquez ici, le menu des instruments, vous accédez également à une unité climatique.
Et ensuite, vous pouvez très facilement utiliser la molette située directement sur le volant pour ajuster la température souhaitée. C'est une intégration pratique. Vous avez entendu un bruit, au fait, c'était des enfants qui jouaient en arrière-plan juste pour que vous sachiez. Dans la vue d'ensemble du cockpit, c'est vraiment bien organisé. Écran tactile de 16 pouces, info bientôt. Ici, une surface lisse sur le tableau. Et ici aussi, c'est sympa de pouvoir replier la boîte à gants qui est là avec un amortissement fluide. Et vous avez un bouton séparé pour ça ici. Donc, pas besoin de le faire à l'écran en fait. Deux socles de charge inductive ventilés. Sympa. Console centrale, excellente qualité. Faites glisser celui-ci pour l'ouvrir, un mouvement fluide. Les portes gobelets peuvent être rangées ou ressorties. C'est vraiment sympa. Et la structure à l'intérieur, c'est un accoudoir divisé, soit comme ça, soit comme ça. Donc tu peux l'ouvrir des deux côtés. C'est à cet endroit que tu peux poser la clé si tu préfères. Donc ça pourrait aussi fonctionner et il y a beaucoup d'espace ici. Et là, la position, tu as l'interface classique avec le volant et ainsi de suite. Ensuite, tout est numérisé sur l'écran, même l'unité de climatisation. Je préfère vraiment les boutons manuels pour ça, c'est certain. Mais au moins, tout est rapide. Je dois admettre que c'est l'un des écrans les plus rapides du marché. Vraiment, regardez ça. Je veux dire, ici aussi, cette visualisation de la voiture où vous pouvez activer certaines fonctionnalités comme l'avant, les fenêtres de toit, le coffre, etc. L'intégration d'Android Auto et Apple CarPlay est également présente. Par exemple, pour ouvrir le coffre, c'est ici, puis ici, un menu de volume déroulant qui peut également être utilisé du côté passager. Lorsque vous appuyez longuement sur le bouton favori, le menu s'affiche et vous pouvez alors basculer entre différentes fonctions de ce bouton. Le point de vue du conducteur ici à gauche, c'est d'ailleurs pour le régulateur de vitesse. Ensuite, les instruments numériques ressemblent à ça. La vitesse est juste là et tu as aussi un affichage tête haute, du moins dans la version haut de gamme. J'ai déjà aperçu l'unité principale de l'infodivertissement ici, à quel point elle est rapide. Ce sont tous les réglages du véhicule. Tu peux basculer entre un mode sombre et un mode clair. Je préfère généralement le mode sombre et tu peux aussi ajuster la luminosité ici. Tu peux aussi configurer différents réglages de conduite, par exemple, et tout est So vraiment quick, super yeah. rapide. Ouais. It's crazy. Ici, le massage des sièges est disponible, par exemple. Et voici l'application Zeekr qui permet de contrôler des trucs à distance. Par exemple, quand tu es à l'extérieur du véhicule, comme chez toi, tu peux aussi préchauffer ton siège. C'est possible. Oui, c'est vraiment pratique. Tu peux activer la climatisation à l'avance, entre autres. Au fait, le pack cockpit avancé inclut notamment le système sonore Zeekr avec ses 21 haut-parleurs. Et je dois It's dire, so il est good. vraiment bon, Yeah. vraiment bon. Un son extrêmement clair et cristallin. C'est vraiment impressionnant. Regarde, à l'intérieur de la porte, tout est bien emballé. En intégration de lumière, c'est trop clair, mais tu pourras bientôt voir à l'intérieur. Et ici, il y a le bouton automatique pour fermer la porte de l'intérieur également. Et puis une bande en caoutchouc en bas de la porte, mais pour le reste, elle est plutôt rigide. Mais là encore, c'est bien cousu en bas, très soigné. Et ici, nous avons plus de commandes disponibles. Donc ici, c'est la commande pour la vitre, comme ça. Je peux aussi lever le store, mais cela ne marche pas quand la porte est ouverte. Je pourrais bientôt te montrer de l'autre côté où la porte est fermée. Et ici, ces deux-là fonctionnent déjà. Ceci est ici pour avancer ce siège, le siège passager, vers l'avant. Donc si je veux profiter d'un trajet en taxi ou autre, je veux pousser celui-ci le plus possible vers l'avant pour cette position assise luxueuse. Voyons jusqu'où il peut aller à l'échelle maximale. Ça va vraiment très loin, c'est vraiment impressionnant. Regardez ça, c'est incroyable. Oh wow! C'est vraiment un peu dommage qu'il n'y ait pas de repose-pied pliable juste ici, tu vois? Ce serait la seule chose qui manque pour moi. Je veux dire, regarde ça. C'est impressionnant, And the non? door opens very wide. La porte Yeah. s'ouvre bien. 90 Ouais, c'est degrees. presque 90 degrés. ISO fixe aussi, côté extérieur. Et ensuite, nous avons ces commandes inférieures, comme ici, car nous pouvons ajuster l'angle du siège électriquement. C'est une fonctionnalité de luxe qui est directement liée à celle-ci. On trouve de l'espace en dessous, avec des ports USB-C et USB-A, ainsi que des portes gobelets adaptatifs. Même en conduisant, j'ai beaucoup d'espace pour les jambes, ce qui est vraiment très appréciable. L'utilisation de l'espace est excellente. On peut clairement voir la différence entre le siège en position droite et en position relaxée, mais même en position droite, il y a amplement de hauteur sous plafond ici. Actuellement, ici, le toit panoramique a l'écran ouvert et vous pouvez également fermer cet écran là-bas. Quand je tire cette poignée ici, je peux monter le store manuel, ce qui est vraiment pratique. Il y a aussi un porte-manteau ici
ce qui est assez sympa. Et puis ici, dans la partie inférieure, vous avez le logo Zeekr, un peu comme un travail de détail ici. Et ici, de jolis sons de cliquetis pour cette petite unité de stockage. Regardez ça, je veux dire, le toit panoramique s'étend vraiment jusqu'au bout du véhicule, pour ainsi dire. Je peux vous montrer comment ça rend quand je le ferme. Je me demandais comment il se présente. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez voir à quel point il est fermé. Voilà. Regardez, c'est tellement long qu'il a besoin de ces deux séparations. Intéressant, oui, parce que, je veux dire, il doit bien être rangé quelque part. Intéressant, vous savez, d'habitude, il est roulé. Je ne suis pas sûr de comment ça fonctionne là-dedans. Mais oui, définitivement une expérience à l'arrière très impressionnante. Et Léa a découvert une autre fonctionnalité pour vous, et c'est sous le siège arrière. Regardez ça, il y a encore plus de possibilités de rangement. Vous pouvez les tirer ici, c'est vraiment une bonne idée, assurément. C'est également un logo gravé. Oui, que mettriez-vous donc là, en fait, sous le siège? Peut-être comme un gilet de sécurité ou quelque chose, ou une laisse pour chien. Ouais, pourquoi pas? L'inscription Zeekr ici, d'ailleurs, intégrée derrière le pare-brise à l'arrière, c'est très intéressant et le bouton pour le coffre est juste ici, sous la caméra de recul, comme là. Ensuite, nous avons 540 litres, mais comment ça se présente en fait? Alors, vous pouvez glisser ça ici, vous voyez, cette valise tient aussi verticalement en dessous. En largeur, nous avons ici environ 1 mètre ou 40 pouces, un peu plus large qu'à l'avant ici. En dessous, il y a de l'espace, vous pouvez aussi le relever comme ça. C'est une bonne solution ici pour le câble de charge par exemple. Et puis, vous pouvez aussi replier celui-là un peu comme ça fonctionne. Ah, je vois maintenant, ah, ce sont en fait des aimants, d'accord? Comme ici, et ça tient comme ça. Solution intéressante. Certainement, c'est intéressant. Deux sièges séparés, mais il n'y a pas de déverrouillage à distance ici. Ici, rapidement, on peut observer qu'il est possible de soulever celui-là, cette partie en question. Il est également possible de l'enlever entièrement. Cela serait tout à fait faisable. La hauteur totale, en partant du couvercle jusqu'à cet endroit précis, est de 27 pouces, ce qui correspond à environ 69 cm. Ça pourrait être plus élevé si on ajoute cet élément. Et ensuite, la hauteur totale serait d'environ 34 pouces, ce qui équivaut à 86 cm. Et maintenant, à propos du pliage. Comme je l'ai dit, soit vous contournez ou bien si vous passez par-dessus comme ceci, ça fonctionne aussi. Il faut appuyer un petit peu. Donc ouais, ce n'est vraiment pas la solution la plus pratique, mais ça fonctionne quand même. Et voilà. Et puis tout s'aplatit, la trappe à ski est également disponible. Et puis ici, c'est presque une règle complète, environ 2 mètres ou 78 pouces. Donc vraiment bien utilisable. Mode sport. Donc, cela correspondait à une accélération de 0 à 90 km à l'heure en un rien de temps. Oui, 3,8 secondes pour l'accélération jusqu'à 100. Vraiment. Puissant, instantané pour ainsi dire. Je dois admettre que je n'ai pas vraiment la meilleure sensation avec cette voiture pendant l'accélération, pour être tout à fait honnête. C'était un peu hors de contrôle, je dois l'admettre. Vous pouvez également ajuster le mode de direction ici, le régler sur sport pour obtenir un peu plus de sensation et de précision. Mais c'est un peu comme diriger dans le vide, donc on n'a pas vraiment la meilleure sensation avec ce système de direction-là. Et justement, hier, j'ai conduit la 001, leur break, et là, c'était nettement meilleur en réalité la sensation de direction. En ce moment, j'ai réglé le freinage régénératif sur standard. Vous pouvez aussi le mettre sur fort. Si ensuite je lève le pied de l'accélérateur, alors j'ai un freinage encore plus puissant. Et je peux aussi activer la conduite à une pédale qui s'arrête vraiment complètement. Les deux options sont tout à fait possibles. Oui, quelques virages un peu plus serrés ici, et on peut aussi basculer l'amortissement de sport à confort sans problème. C'est aussi possible. Bien sûr, on a plus de confort, on le ressent clairement de manière directe. Je veux dire, pour le passager, c'est vraiment mieux quand on est en mode sport que la voiture ne secoue pas trop. Mais même en mode confort, je trouve que la suspension pneumatique n'est pas réglée sur le plus doux, honnêtement. Alors, ouais, c'est toujours une question de préférence, c'est sûr. Mais le fait reste que ce n'est pas la voiture la plus agréable à conduire pour un environnement dynamique. Mais quand on la laisse un peu plus calme, qu'on conduit un peu plus lentement, alors tout se met en place. À basse vitesse, l'isolation phonique est vraiment excellente. J'ai hâte de voir comment elle se comportera sur l'autoroute. La profondeur des sièges est top, très agréable.
Les sièges en tissu sont même un peu plus confortables et l'ergonomie est bonne. Et puis, la suspension pneumatique, et tu peux vraiment te détendre. Maintenant, passons en mode tout-terrain pour un peu de conduite en douceur hors route. Donc, le mode tout-terrain surélève en fait la voiture pour une meilleure garde au sol. Cela signifie que ça deviendra moins confortable car vous avez une réduction de l'amortissement dans un sens. Vous savez, donc l'avantage ici, c'est bien sûr que si vous avez une suspension pneumatique en tout-terrain, cela reste plus souple malgré les bosses, les nids de poules et tout ça. Mais en même temps, j'ai augmenté la garde au sol, histoire d'être un peu plus prudent et de mieux anticiper les obstacles rencontrés. Ouais, je veux dire, tank. On n'a pas d'obstacle vraiment haut, tu peux aussi désactiver le mode tout-terrain et conduire normalement sans aucun problème. C'est bon, voilà aussi un peu d'eau, et là tu sens que c'est en fait un peu plus confortable quand il est en réglage de hauteur normale. Mais je veux dire, ils nous demandent aussi d'activer le mode tout-terrain pour éviter tout dommage au véhicule. Tu vois, on commence déjà à avoir des ornières. J'aime bien, tu sais, conduire dans le sable et tout ça. J'adore le off-road, c'est vraiment amusant. Pour l'instant, la voiture nous offre une belle sensation, très agréable. Ça devient un peu plus accidenté et pour ça, la direction, qui n'est pas très réactive en off-road, est en réalité plutôt bien adaptée. Avec les véhicules électriques, la transmission intégrale marche vraiment parfaitement. Tu sais, tu peux doser finement l'accélérateur, il n'y a pas de patinage des roues et ainsi de suite. Et ces transmissions intégrales électriques sont vraiment si performantes. En fait, quand tu as un véhicule électrique, c'est un avantage pour la conduite. Maintenant, l'accélération sur l'autoroute de 50 à 100, c'est ça. Voyons maintenant l'isolation phonique et jusqu'à présent, tout est parfait. À 120 km à l'heure, soit 75 miles à l'heure, c'est vraiment assez silencieux. Je vais aussi jeter un œil au régulateur de vitesse. Et voilà, tu peux opter pour le régulateur de vitesse classique et ensuite ajuster la vitesse directement ici. Ou quand tu appuies deux fois, alors le LCC est activé. Celui-ci est aussi une assistance active de maintien dans la voie. Une fois, deux fois, et le LCC se met en marche. Observons comment la voiture maintient activement sa trajectoire dans la voie. Est-ce que c'est saccadé ou fluide au niveau du volant? C'est vraiment bon. Ici, l'autoroute tourne un peu. Un processus fluide en effet, c'est cool. Voyons le changement de voie automatique. Changement de voie en cours. Et voilà. Ouais, bien fait. C'est vraiment plutôt cool. Donc, je peux dire ici que conduire sur l'autoroute me donne une très bonne impression du véhicule dans l'ensemble. Et bien sûr, ce sera encore plus intéressant de voir la consommation finale que nous aurons obtenue. Et la consommation sur notre parcours d'essai qui mélange une grande part d'autoroute jusqu'à 120 km par heure et une part de conduite en ville. Alors, comment ça se présente concrètement? Conduite tout-terrain, température à 19 degrés Celsius, la consommation est d'environ 22 kWh au 100 km. Ce que vous avez remarqué, c'est que sur l'autoroute, dès que vous roulez à 120 km par heure, 75 miles à l'heure ou un peu plus, la consommation monte vraiment vers 23-24 kWh ou plus sur 100 km. C'est ce qu'on a constaté avec d'autres véhicules Geely Corporation, particulièrement ici et globalement avec les SUV électriques. Il sera bien moins efficace à haute vitesse sur l'autoroute. On doit absolument le tester en Allemagne où c'est légal. Mais ici, dans la plupart des pays et par beau temps, l'autonomie réelle devrait se situer dans cette fourchette avec cette consommation pour cette grande batterie sans problème. À environ 440 km ou environ 265 miles et un peu moins, cela va de soi en conséquence pour la batterie plus petite. Le prix reste le vrai défi pour les constructeurs traditionnels. Ça commence à 53 000 euros. En version transmission intégrale, batterie plus grande, finition haut de gamme, c'est 63 000 euros actuellement. Tarif néerlandais, par exemple, donc aux Pays-Bas. C'est clairement un problème car un modèle équivalent des Allemands serait sûrement le double du prix, avec toutes les options et tout ça. Les voitures allemandes font encore certaines choses vraiment très bien et elles gardent leurs fans fidèles malgré tout. Et ce sont toujours de très bonnes voitures, vous savez. Mais le problème, c'est qu'ici, le constructeur chinois peut produire de manière beaucoup moins chère en réalité. Geely est en fait la société mère qui possède Volvo, vous savez. Zeekr est l'une des marques, tout comme Lynk & Co, et ils utilisent les économies d'échelle à l'image des autres groupes traditionnels.
Oui, faut dire que ce rapport qualité-prix est vraiment impressionnant avec ce véhicule-là. S'ils arrivent à proposer un véhicule de cette qualité à un tel prix, ce serait vraiment bien qu'ils incluent aussi des sièges sans matière animale dans les versions haut de gamme, selon moi. C'est uniquement proposé en version de base, mais ces sièges sphériques sont aussi très bien faits. En Europe, ils choisissent de commencer par certains marchés prioritaires, tels que les Pays-Bas, la Suède et la Norvège, où l'enthousiasme pour les véhicules électriques est particulièrement fort. Et ensuite, ils envisagent de s'étendre à d'autres marchés. Mais comme l'Union européenne a également imposé des tarifs sur les véhicules importés de Chine, cela a rendu les choses un peu plus délicates. C'était le Zeekr 7X. Donnez-nous vos avis en commentaire et découvrez ses concurrents.